Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact consacré aujourd'hui à la dette des collectivités locales. L'endettement public local représente aujourd'hui 156 milliards d'euros. En 5 ans, la dette des collectivités locales a augmenté de 43 milliards d'euros. Les besoins de financement des collectivités locales sont de plus en plus importants, a fortiori parce que l'État leur a transféré de nouvelles compétences. Les élus locaux sont donc face à une alternative extrêmement simple. Soit ils augmentent les impôts locaux, et la plupart s'y refusent, soit ils ont recours à l'emprunt. Quelles sont les conséquences de cet endettement des collectivités locales et comment mieux gérer la dette publique locale? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Jean-Luc Boeuf, administrateur territorial et co-auteur pour l'Institut Montaigne d'une étude consacrée à la gestion de la dette publique locale. Impact, c'est tout de suite. Jean-Luc Boeuf, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes administrateur territorial, vous avez été notamment directeur général des services de la ville de La Roche-sur-Yon, du département de l'Eure, de la région Franche-Comté. Vous êtes le co-auteur d'une étude pour l'Institut Montaigne consacrée à la gestion de la dette publique locale. Je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau d'Impact. Commençons par une première question de définition très simple. Qu'est-ce que c'est que la dette publique locale? La dette publique locale, c'est l'ensemble de tous les emprunts contractés les années précédentes par les communes, les départements, les régions, les structures intercommunales, Communauté d'agglomération, communauté communautés de communes, communautés urbaines, et si on veut une définition encore plus large, avec le secteur public local, c'est-à-dire par exemple les offices d'HLM. Elle s'élève, elle se représente combien de milliards d'euros, cette dette publique locale? Alors, en ordre de grandeur, en fin 2010, on était à peu près à 170 milliards d'euros. Donc c'est un chiffre qui est en forte augmentation les 5 dernières années. Pour l'ensemble du secteur public Voilà. local, Communes, de toutes les départements, collectivités régions, territoriales, intercommunalités, 170 milliards d'euros. par rapport à l'État, Par rapport à l'État, c'est à peu près un cinquième de l'État. cette dette a évolué comment ces dernières années? Est-ce que cet endettement important est un phénomène nouveau? L'endettement n'est pas nouveau. Les communes ont toujours emprunté pour construire un gymnase, les départements pour des routes, les régions pour des établissements de formation professionnelle. Ce qui est de nouveau, c'est la rapidité de l'évolution ces 5 dernières années de la dette de ce secteur public local. Jean-Luc Boeuf, les collectivités locales peuvent s'endetter comme elles le veulent. Elles peuvent recourir sans entrave à l'emprunt. À partir du moment où leur budget est équilibré en fonctionnement et en investissement, C'est l'obligation qu'elles ont. Elles sont obligées c'est chaque année de faire l'obligation. voter leur budget en équilibre. Voilà, il faut présenter un budget en équilibre de façon technique de section à section, donc section de fonctionnement, les dépenses courantes, dont les dépenses de personnel, et section d'investissement, les réalisations que vous faites, Les projets, les projets, un d'investissement. gymnase, un lycée, un collège, tout en sachant que l'emprunt rentre dans l'équilibre budgétaire de la collectivité locale. C'est ce qui permet le C'est- plus souvent de faire voter justement un budget en équilibre. Sans Exactement. le recours à l'emprunt, Emprunt, les budgets ne seraient pas en équilibre. Exactement. Quelles sont les causes, les principales causes, Jean-Luc Boeuf, de l'accroissement de cet endettement des collectivités locales ces dernières années, ces 5 dernières années? Toujours en le reliant à une vision d'ensemble, c'est-à-dire les finances publiques de la nation, on pourrait considérer le budget des collectivités locales comme un gros camembert. Et ce camembert serait composé en 3 grosses parties. Les dotations que l'État donne aux collectivités locales, la fiscalité que ces collectivités locales lèvent, génèrent Les impôts et locaux. reçoivent, les impôts locaux, et l'endettement. Ces 3 parts de camembert ne sont pas égales. La plus grosse, ce sont les dotations de l'État. Depuis Dotation de l'État, c'est l'argent que l'État verse aux collectivités locales. Voilà. Et la nouveauté de la décentralisation dans les années 80, ça a été de dire, moi, État, je vous donne à vous, collectivité locale, une dotation, et elle est libre d'emploi. C'est quasiment 45% des budgets des collectivités locales. C'est pas affecté à une dépense, ça ne doit pas être affecté pas à une affecté. dépense précise. Et sur le terrain, lorsque vous parlez à un élu local de la dotation globale de fonctionnement, ça tilte tout de suite. C'est ce avec quoi il va pouvoir construire son budget en dépenses de fonctionnement. Deuxième part du camembert, c'est la fiscalité locale. Sujet éminemment polémique, avec non pas 2 mais 3 écoles qui s'affrontent. L'école de l'État, l'école des entreprises, l'école des collectivités locales, et puis les usagers derrière, habitants, contribuables, citoyens. L'école de l'État, il s'est rendu compte au fil du temps qu'il payait le tiers de la taxe professionnelle. Donc au-delà de toutes les réformes qui ont été prises, on avait un jeu que je qualifie pour ma part de malsain, où celui qui prescrivait l'impôt local, la collectivité locale, savait très bien que ça ne reposerait pas sur celui à qui elle s'adressait, le contribuable local, puisque l'État faisait le bouclage en dernier ressort. Donc on avait un jeu où l'État était le garant en dernier ressort de la fiscalité locale, d'abord parce qu'il garantit le produit voté, et ensuite parce qu'il en payait un tiers.
L'État, par les réformes successives, notamment de la taxe professionnelle, Suppression de la taxe professionnelle. mais remplacement par une autre cotisation, a contribué à régler cela. Du côté des collectivités locales, bien sûr, elles expliquent qu'elles ont moins de marge de manœuvre fiscale, ce qui est juridiquement vrai. Mais ce que les collectivités oublient de dire, c'est que pendant les 20 premières années de la décentralisation, elles ont pu s'endetter faiblement parce qu'elles utilisaient le levier fiscal. Et ça, les élus ne veulent plus l'utiliser. Ils ne veulent plus avoir recours à la fiscalité. Ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus Eh avoir bien, recours aux les impôts deux à la locaux. fois. Si vous mettez en regard l'État qui se rend compte en termes de puissance financière macroéconomique que le système ne tient plus, et le contribuable, usager, électeur, citoyen, qui n'accepte plus aujourd'hui les hausses d'impôts à 10, 20, 50% par an, comme on l'a constaté dans certaines collectivités locales, eh bien les collectivités sont obligées de changer la focale. On a pourtant l'impression, Jean-Luc Boeuf, que les impôts locaux ne cessent d'augmenter, en particulier la taxe d'habitation. Et ça répond souvent à des cycles électoraux qui sont très marqués. Alors là encore, il faut le remettre dans le contexte d'ensemble. Si on regarde les finances publiques de la France, l'ensemble État plus collectivité locale en point de PIB est resté le même en 30 ans. Donc les impôts locaux n'augmentent pas Si, particulièrement. les impôts locaux, c'est la part locale qui a augmenté et la part de l'État qui s'est fortement rétractée. 3 points de PIB de moins dans un cas, 3 points de plus dans l'autre. Et ces 3 points de plus dans l'autre, ce sont les impôts locaux que chacune de leur côté, communes, départements, régions, intercommunalités, ont voté. Et ça, les élus locaux aujourd'hui refusent d'y avoir recours. Ils ne le peuvent plus, et quand bien même le pourraient-ils, leurs contribuables, usagers, électeurs, citoyens les restreindraient très fortement. Mais surtout, là où on vient après sur l'endettement des collectivités locales, c'est qu'on a eu pendant très longtemps une culture de la dépense. C'est-à-dire, je regardais chaque année ce que je voulais financer comme action, j'avais donc en recette mes dotations de l'État, et je faisais la variable d'ajustement avec la fiscalité locale. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, élément important de cette réforme fiscale de l'État et du gel des dotations de l'État annoncé pour 2011 et pour 3 ans, c'est que ça oblige les collectivités locales, 1, à se tourner vers l'emprunt pour les vraies dépenses d'investissement, et 2, ça oblige les collectivités locales à passer d'une culture de la dépense à une culture de la recette. Et ça, c'est nouveau. Pourquoi elles ont augmenté dans ces proportions-là, ces dépenses locales? Alors, elles ont augmenté parce que l'État a transféré des compétences aux collectivités locales, et d'une part, et d'autre part, l'État, sur des compétences non transférées, les a fait financer en partie par les collectivités locales. Jean-Luc Boeuf, on entend souvent dire que l'État transfère des compétences aux collectivités sans toujours assortir ces transferts des moyens nécessaires. Est-ce que c'est vrai selon vous? Et bien là encore, cela dépend de l'angle avec lequel on regarde la chose. Tout le monde a raison. C'est ce que j'appellerais les convergences parallèles. L'État a raison lorsqu'il dit que lorsqu'il transfère une dépense aux collectivités locales, il transfère les moyens pour la réaliser. Oui, il transfère ce qu'il y mettait l'année précédente, ou les 3 dernières années. Mais s'il ne mettait pas grand-chose, il ne transfère pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé dans les années 80 pour les lycées et les collèges. Que disent les collectivités locales? On me transfère une compétence. J'ai une demande locale, qui est une demande de mes contribuables, usagers, électeurs, citoyens, pour pouvoir nourrir les élèves, éduquer les élèves, fabriquer des complexes sportifs. Et donc, face à cette demande locale, eh bien, il faut que je mette des moyens financiers supplémentaires. C'est ce que les collectivités ont fait dans les années 80, 90 et 2000, avec notamment cette technique des cofinancements. Qu'est-ce que c'est? Un En quoi ça cofinancement, consiste, ces cofinancements? je veux construire un centre ludique polyvalent dans une commune de moyenne importance, eh bien, je n'ai pas la capacité, moi, commune de 10 000 habitants, de financer ce centre ludique polyvalent. Eh bien, je vais me tourner vers l'intercommunalité, le département, la région et peut-être l'Europe pour bénéficier en partie de financement. C'est une mutualisation du financement. Oui, mais sur quelque une sorte. compétence qui n'est pas celle de ceux qui financent. Quel a été l'impact, et quel est peut-être toujours l'impact de la crise financière sur l'endettement des collectivités locales? Alors, pareil, il faut remettre dans le contexte ce qu'est la crise financière des collectivités locales. Elle est bien évidemment intervenue dans le contexte de crise financière mondiale et ce qu'on a appelé à un moment donné le risque de credit crunch, c'est-à-dire le risque pour les collectivités locales de ne plus pouvoir bénéficier, non pas des financements qu'elles avaient votés, mais que les banques ne puissent plus répondre concrètement à ces appels d'offres. À la fin 2008, les banques ne répondaient qu'en partie aux appels d'offres que lançaient les collectivités locales. Donc il y a eu un très court moment À cause de la crise. à cause de la crise financière. Ça, c'est Elles ne voulaient plus financer Elles les ne projets, en pouvaient plus. gros. Elles ne pouvaient plus. Ça, c'est le credit crunch pour les nouvelles dépenses d'investissement. C'est adossé à cela les emprunts précédents votés par les collectivités locales et donc rentrés dans les caisses financières de la collectivité. Et comme tout un chacun le sait, l'emprunt, c'est d'abord du capital que vous remboursez en fonction de la durée et de l'intérêt, c'est le prix de l'argent. Donc vous avez du capital que l'on vous prête, de l'intérêt que vous remboursez, c'est le prix du temps.
Que s'est-il passé? Là, il faut faire un retour en arrière, 2 ans avant la fin du cycle électoral qui a conduit aux élections municipales de 2008. Tout le monde, bien sûr, imagine qu'un élu qui se représente devant les électeurs souhaite se présenter avec les projets non seulement votés, mais réalisés. Donc il faut que les projets se fassent. Certaines collectivités s'étant trouvées en difficulté financière pour boucler leurs dépenses d'investissement, eh bien, ont cherché des montages financiers qui étaient très simples. Et je vais prendre un exemple tiré de la vie de tous les jours. Vous allez voir votre banquier favori, vous avez un projet, une acquisition de véhicules à faire par exemple, et il vous dit, pour vous monsieur, c'est génial, j'ai un produit à vous proposer. Pendant 2 ans, vous ne paierez pas d'intérêt, ou quasiment pas. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 ans, et on verra ce qui s'est passé. Et là, vous me rembourserez l'intérêt de l'argent que je vous ai prêté, en fonction de formules de calcul extrêmement complexes. Donc il faut être extrêmement clair là-dessus. Les emprunts toxiques des collectivités locales ont été votés par elles en toute connaissance de cause. Et comment ça se fait, Jean-Luc Boeuf, justement, que les collectivités locales ont investi dans ces produits-là à travers des mécanismes financiers complexes, voire même ésotériques ou exotiques? Parce qu'elles avaient en face d'elles deux solutions. La première, l'emprunt classique à 3-4%, et vous devez payer, rembourser l'intérêt tout de suite. Et ça ne suffisait pas. Si elles ne pouvaient pas payer même l'intérêt pour les premières années. Elles avaient donc la deuxième branche de l'arbre, c'est de dire je vous prête de l'argent et rendez-vous dans quelques temps. Et tout le monde se rend bien compte que lorsque vous échangez de la liquidité immédiate contre un remboursement plus tard, c'est ce qui se passe, et c'est parfois dénoncé par les associations de consommateurs, lorsque les consommateurs que nous sommes à la fin de l'année se voient proposer pour les fêtes de Noël des crédits absolument mirobolants avec mise à disposition de l'argent tout de suite, mais rendez-vous après les fêtes. Avec des taux d'intérêt considérables. Et rendez-vous après les fêtes. Eh bien, pour les collectivités locales, le rendez-vous était après les échéances municipales de 2008. Et il n'y avait pas moyen d'anticiper cet effet pervers, cette difficulté, et justement cette difficulté sans doute à rembourser après, compte tenu des taux d'intérêt. Il y avait moyen d'anticiper le fait que vous échangiez quelque chose de sûr, je ne paye pas d'intérêt pendant 2 ans, contre de l'incertitude future. Et cette incertitude, en 2008, elle s'est cumulée avec la crise financière mondiale. Qui a pris ces décisions-là? Qui a pris ces décisions de recourir à des produits structurés, produits dérivés, à des marchés financiers dont on pouvait peut-être anticiper tout de même les éventuels inconvénients? Il y a une chaîne de décision qui est extrêmement claire dans les collectivités locales. C'est l'exécutif de la collectivité qui décide. Président du conseil général, maire, président du conseil régional. Les services préparent les décisions, mais les élus décident. Mais renversons la problématique, parce qu'après on pourrait rentrer dans un système de responsabilité en disant que ce sont en fait les services qui ont proposé ça aux élus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Les services ont bien expliqué aux élus que pour pouvoir bénéficier de la levée d'argent à un moment donné, eu égard à la condition financière de la collectivité, ça ne pouvait marcher que si vous acceptiez d'échanger du court terme contre de l'incertitude de long terme. Donc on s'est bien rendu compte en 2009-2010 que l'argent avait un coût, et ce coût, c'était notamment le temps. Toutes les collectivités locales ont eu recours à des emprunts de ce type au cours de ces dernières années, avant la crise financière? Je le dirais différemment, je dirais que toutes les collectivités locales se sont attachées dans les 15 dernières années à avoir une gestion dynamique de leurs dettes. C'est-à-dire qu'on est passé de la fin des années 80, début des années 90, à une dette un peu plan-plan, en taux d'intérêt fixe, extrêmement coûteuse, à une dette partie fixe, partie variable, et puis après à une gestion dynamique de la dette. Et c'est là où les élus ont besoin d'avoir des techniciens en face d'eux qui ne sont pas peut-être censés connaître tous ces mécanismes compliqués, mais doivent pouvoir dire à leurs élus à un moment donné, stop, on ne comprend plus le produit qu'on nous propose, et là je ne vous propose pas d'y aller. Est-ce que ces dépenses publiques locales, dépenses faites par les collectivités, quelles qu'elles soient, sont contrôlées par quelqu'un, par une autorité, par le préfet, la Chambre régionale des comptes, qui sais-je encore? Alors, vous avez à l'entrée du vote de l'acte budgétaire un contrôle par le préfet, c'est le contrôle budgétaire. Pur contrôle de légalité, contrôle juridique. Mais en tant qu'acte budgétaire, il est contrôlé 2 fois. Il est contrôlé une première fois en tant qu'acte juridique, et il est contrôlé, si je puis dire, une deuxième fois, même si ça se matérialise par le même acte, par un contrôle financier. Ça, c'est à l'entrée du dispositif. Et ça, c'est le préfet, c'est le rôle du préfet. Au milieu du dispositif, vous avez le contrôle du payeur de la collectivité, qui est un agent public qui ne relève pas de la collectivité et qui, lui, a un rôle extrêmement simple. Est-ce qu'il y a de l'argent en caisse pour payer le projet? Puisque, rappelons-le, une collectivité locale ne manie pas d'argent en caisse. Ça, c'est le TPG. Voilà, c'est le payeur... Trésorier, payeur général. Voilà, ou le payeur de la collectivité, pour les collectivités de moindre importance. Et troisième contrôle, c'est à la sortie, c'est le contrôle par la Chambre régionale et territoriale des comptes, qui, elle, opère un contrôle ex post, mais... À la sortie, pardon, ça veut dire en fin d'exécution. En fin d'exécution, elle ne vient pas tous les ans, elle vient en général tous les 4 ans, et elle exerce un contrôle de la régularité,
de l'engagement de la dépense publique, mais en aucun cas un contrôle d'opportunité. Si la dépense est absurde, personne ne va dire non, ça c'est une dépense absurde, Non. vous n'avez pas le droit de l'exécuter. La Chambre régionale des comptes regardera si vous avez engagé votre dépense correctement, si vous avez respecté tous les canons budgétaires. Procédure. Vous considérez qu'il faut davantage contrôler, réglementer les conditions d'emprunt. Comment est-ce que ça pourrait se mettre en place, selon vous? Alors, au sein de l'Institut Montaigne, nous avons eu bien conscience qu'il y avait une difficulté de ne pas heurter la décision publique des élus locaux, l'autonomie locale acquise au fil du temps, et deuxièmement, la nécessité de régler et de réguler cette dépense publique. Si je prenais une image, je dirais que l'État et les collectivités locales dorment dans le même lit, mais ne font pas les mêmes rêves. Le rêve de l'un, c'est la régulation budgétaire macroéconomique, et le rêve de l'autre, Ça, c'est l'État. c'est l'État. Et les rêves, les petits rêves des autres, ce sont tous leurs projets dans les collectivités locales. Et bien aujourd'hui, il faut arriver à cette prise de conscience commune, c'est-à-dire que tous les projets des collectivités locales, on sait très bien qu'aux conditions actuelles, on ne pourra jamais les financer. Et donc il faut pouvoir le dire aux élus de façon macro, si je puis dire. Et comment on peut faire pour contrôler, encadrer plus strictement l'emprunt et la dette des collectivités locales? Des choses, à mon sens, très simples. D'abord, savoir de quoi l'on parle, et donc avoir un périmètre normé de la dette publique locale. Qu'est-ce que ça signifie? On le disait en entrée de notre discussion, la dette de l'État, elle est facile à déterminer. Il y a eu des travaux dans les 20 dernières années. La dette des collectivités locales, collectivités territoriales, secteur public local, jusqu'où faut-il aller? Donc il y a un premier travail qui peut faire consensus assez facilement, c'est de quoi parle-t-on? Et ça permettrait d'éviter les querelles d'augmentation différenciée de l'emprunt local. Donc ce périmètre normé. Deuxième chose qui est plus... Périmètre normé pour l'emprunt. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux collectivités pour normer leur périmètre? La première phase est très simple. C'est un recensement exhaustif et en quelque sorte certifié par l'État du périmètre de la dette des collectivités locales. Donc son volume, la nature des emprunts, est-ce qu'il y en a des toxiques ou pas? D'accord. Donc un travail objectif sur lequel un consensus entre les grandes associations d'élus, un diagnostic de départ. Deuxièmement, c'est de réguler, réglementer certaines conditions d'emprunt. Et là, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure sur les fameux emprunts toxiques. Il faut pouvoir mettre, alors est-ce que c'est du domaine décrétal ou du domaine législatif, peu importe, en tout cas c'est du domaine de l'État, de pouvoir mettre des barrières à un moment donné pour interdire à des collectivités qui n'ont pas les moyens de se structurer financièrement ou avec des services étoffés, de pouvoir faire appel à certains types de produits. Ça, c'est la deuxième chose. Qui ne portent pas atteinte à leur liberté. Mais est-ce que c'est pas injuste ça? Parce que finalement, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les collectivités les plus riches vont pouvoir financer tous les projets qu'elles souhaitent, tandis que les plus pauvres ne le pourront pas, puisque peut-être qu'elles auront moins de marge de manœuvre pour recourir à l'emprunt. Il n'y aura pas moins de marge de manœuvre parce qu'il y a toxicité à partir du moment où vous faites croire à quelqu'un qui pourra emprunter. Je reprends l'exemple micro du consommateur qui est en situation budgétaire difficile. Si, face à une situation budgétaire difficile, où il a du mal à payer ses traites, il trouve en face de lui deux personnes, une qui lui dit « pas de problème, je peux encore vous prêter », et l'autre « attention, on fait un point d'étape, on regarde, vous reconstituez votre santé financière, et après on voit », c'est cette voie-là qu'il faut utiliser pour les collectivités locales. Est-ce que selon vous, il faut encadrer plus strictement les dépenses des collectivités locales? Quand il y a des dépenses complètement absurdes comme ça, est-ce qu'on peut laisser des collectivités agir librement, recourir à l'emprunt, mais surtout dépenser l'argent public n'importe comment? Là encore, vous avez deux manières d'agir. La manière, si je puis dire, à l'arrache, qui serait de dire « attendez, maintenant ça suffit, l'État, je me mets à recontrôler tous les budgets des collectivités locales » à l'entrée. Tout le monde sait bien que c'est une voie, certes intéressante intellectuellement, mais qu'on ne pourrait pas mettre en place. Inconstitutionnelle en vertu de l'article 72. Inconstitutionnelle. De façon plus sérieuse, ce qu'il est possible de dire, c'est que avec ces régulations budgétaires qui ont été mises sur les budgets des collectivités locales et sur la façon de construire un budget, de la dotation qui est gelée, de l'emprunt que l'on ne peut plus utiliser de façon aussi facilement qu'avant, et de la fiscalité et de l'emprunt aujourd'hui, eh bien les collectivités, en changeant leur façon de faire, passer d'une culture de la dépense, je veux financer ces dépenses, comment je fais, à je dispose d'un budget de 100 et comment je fais. Je prends un autre exemple. Pendant très longtemps, les collectivités locales ont voulu expliquer qu'elles géraient leur collectivité comme une entreprise. Mais pardonnez-moi, on n'est pas du tout là-dedans. Si aujourd'hui on disait à un chef d'entreprise en début d'année, eh bien tu es sûr d'avoir 95% de ce dont tu as besoin pour construire ta vie de l'entreprise pendant l'année, mais ici n'est dès demain.
Donc on va obliger les collectivités locales, avec cette culture de la recette, de construire leur budget différemment. Et pour moi, la régulation budgétaire sur les dépenses liées à la clause générale de compétences qui ne les concerne pas. Donc pour moi, c'est en mettant en place un périmètre de la régulation et cette régulation de la dépense, on conduit progressivement vers une régulation de la dépense des collectivités locales. Jean-Luc Boeuf, merci beaucoup pour cette conversation. Merci.